Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème extrêmement important. J'en avais déjà parlé l'année dernière, en août, plus précisément le 10 août 2020. Immobilier, la plus grande bulle de tous les temps est-elle sur le point d'éclater? Alors certaines personnes se sont foutues un petit peu de ma gueule, toujours à prédire le pire, etc. Et encore une fois, moi je suis droit dans mes bottes. J'ai pas tout le temps raison. Parfois, je me plante complètement. Et parfois, bien évidemment, j'ai de bons pronostics. Et je tiens juste à rappeler que depuis 2009-2010, et vous pourrez retrouver ça dans les archives sur YouTube, parce qu'il y a des vidéos, je faisais partie des gens qui disaient la baisse elle est derrière nous et on va participer à un marché haussier. Et puis en 2014, on a eu les Jim Rogers, les George Soros qui vous disaient c'est la fin du monde, il faut tout vendre. Et moi je disais il faut pas paniquer. Et je l'avais même dit à mes étudiants. Donc depuis 2009-2010, je dirais que je suis un haussier. L'année dernière, durant le Covid, en 2020, c'est vrai que là, je me suis dit, c'est peut-être le moment où ça va se retourner. Puis quand j'ai vu les Tesla et compagnie remonter alors que les nouvelles étaient catastrophiques, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui nous échappe. Et bien évidemment, j'avais pas anticipé la hausse qu'on allait avoir aujourd'hui pour des raisons évidentes. Personne ne l'a anticipé. Je pense que c'est du délire, mais euh, je voyais bien que les valeurs technologiques étaient bien plus puissantes que les autres valeurs, qui n'ont pas forcément, qui ont performé, mais voilà, certaines valeurs sont restées quand même en deçà de la performance globale du marché. Mais l'année dernière, j'avais parlé justement de la bulle immobilière en Chine. Et la bulle immobilière, la question c'était est-elle sur le point d'éclater? Et on sait aujourd'hui avec Evergrande, Evergrande qui n'est pas capable d'honorer ses engagements, donc Mrs. Debt Deadline. Donc ici, vous voyez, il y a la dette de Evergrande qui dépasse les 300 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme pour une boîte. C'est pas un pays, c'est pas et même un pays. Il y a des pays qui ne font pas 100 milliards de PIB, qui ne font pas 50 milliards de PIB. Donc c'est juste pour vous dire l'importance de la dette de Evergrande. Et cette entreprise ici, elle a été incapable d'honorer ses engagements. Ici, New York Times, donc Troubled Property Giant, et ils disent les dettes de la firme sont tellement importantes que Beijing va devoir intervenir, etc. Parce que justement, alors l'idée elle est là, c'est que bien évidemment ils veulent un coupable. Donc ils vont sanctionner et ils ont sanctionné Evergrande. Mais ils savent également que le risque il est tellement important. Et alors là vous avez China breaks silence on Evergrande says risk is controllable. Les risques sont contrôlables. Mais on est bien d'accord que ça, c'est encore une fois la théorie. La pratique, qu'est-ce que ça va donner? Ici, on a Evergrande, on a l'action, d'accord? Et vous voyez que en août 2018, vous voyez ici, on est en 2019, ça valait 30. Aujourd'hui, ça vaut 1,48. C'est-à-dire que la valeur, elle a été divisée par, allez, j'arrondis, 30. Vous imaginez? C'est juste du délire. Bon, c'est pas grave, ça c'est pas grave. Mais ça c'est l'action en bourse. Et là vous avez les obligations. Et les obligations c'est normalement censé être quelque chose de stable. C'est quoi une obligation? C'est une entreprise qui va et là ça va être très très important pour le reste de la vidéo. Il y a deux moyens de se financer. Il y a ce que l'on appelle le crédit bancaire, d'accord? Donc, je vais auprès d'une banque et je lui demande de me prêter de l'argent. Ça, c'est pour une. Mais les entreprises peuvent également, et ça s'appelle effectivement la finance intermédiaire, c'est-à-dire qu'on passe par un établissement de crédit pour financer ses projets d'investissement, d'accord? Et donc, finance intermédiaire. Et vous avez la finance directe qui passe directement par les marchés financiers. Et donc, une entreprise peut s'endetter directement en bourse en ayant recours à ce que l'on appelle les obligations. D'accord? Et ça s'appelle
la finance directe. Pourquoi la finance directe? Parce qu'elle n'a pas besoin de banque. Elle passe directement sur les marchés financiers. Alors, retenez bien ces définitions, c'est très important. Et donc ici, normalement, les obligations sont censées être quelque chose de sûr. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle a des créances, ou elle a une dette, pardon, elle est obligée de rembourser d'abord les prêteurs, bien évidemment l'État, etc. Mais d'abord les prêteurs et les actionnaires arrivent à la fin. D'accord? Donc d'abord, les gens qui ont acheté des obligations d'une entreprise sont prioritaires. Mais ici, on s'aperçoit que l'obligation, vous voyez, elle était aux alentours des 100. Donc ici, on était en décembre de l'année dernière. Et là, ça vaut 20, c'est-à-dire que ça a été divisé par 5 ou 4. Voilà, 5, si c'est à 20. Ça a été divisé par 5. Et là, c'est les obligations au taux de 5,9%, 7%, ça vaut quasiment que dalle. Donc les gens qui ont acheté des obligations par là, ils ont quasiment tout perdu. Idem pour l'action. Donc, ici, ça permet de parler un peu du contexte. Cette bulle immobilière, j'en avais déjà parlé donc ici, l'année dernière, et cette bulle immobilière, elle représenterait 52 000 milliards de dollars. Oui, 52 000 milliards de dollars. Le PIB français, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est pas le PIB, le patrimoine des Français, de tous les Français. » On parle de, je pense, 14 000 milliards. Vous pourrez me corriger si je me trompe. 14 000, 15 000 milliards je pense, de dollars ou d'euros. Peu importe. D'accord? C'est le patrimoine des Français, l'un des pays les plus riches au monde. Et là, la Chine, la bulle immobilière, elle pèse 52 000 milliards de dollars. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Mais le PIB français, il est autour de 2400 milliards de dollars. Et ça, bon, je m'en mêle les pinceaux avec le dollar et l'euro, mais peu importe. D'accord? Donc, ça montre un peu l'importance de cette bulle immobilière. C'est juste du délire. Et donc, pourquoi? On va revenir sur le commencement. Tout d'abord, pourquoi on a une telle bulle immobilière en Chine? Qu'est-ce qui explique finalement que la bulle immobilière soit aussi importante? Il faut savoir que, bon, l'année dernière, j'avais parlé bien évidemment de ça, mais en Chine, la Chine est un pays qui est quand même très réglementé. Et pour un investisseur chinois, c'est très difficile d'investir sur la bourse américaine, d'avoir des dollars et compagnie. Donc, comme pour un investisseur chinois, c'est quasiment impossible d'investir à l'étranger, hormis les grandes fortunes et autres. Donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. La deuxième chose, c'est que les rendements bancaires sont faibles. D'accord? Ils sont beaucoup moins importants que l'immobilier et autres. Et enfin, les marchés boursiers chinois sont très faibles. Il faut savoir que la bourse américaine, c'est plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale. Les États-Unis représentent le gros des marchés financiers internationaux. C'est la place boursière dominante et les États-Unis ont une culture des marchés financiers. C'est pas le cas encore en Chine. Donc, marché boursier faible, impossibilité d'investir à l'étranger, rendement bancaire faible. Et donc, à partir de là, beaucoup de gens se sont dit l'immobilier, c'est le meilleur investissement, c'est rassurant, c'est la pierre. Et tout le monde leur a dit, il faut absolument investir sur l'immobilier. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi la promotion immobilière a pris une ampleur inégalée en Chine. C'est-à-dire que, et vous voyez, ça c'est le titre du Wall Street Journal, la bulle à 52 000 milliards de dollars et on a un boom immobilier inégalé dans l'histoire économique. Même les États-Unis n'ont pas eu quelque chose d'aussi important. Et donc Evergrande, on l'a vu, mais Evergrande, il faut savoir que c'est bien plus important que les promoteurs américains. Que le neuf en Chine représente 75% des ventes, alors que aux États-Unis, ça représente 19%. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi je vous sors ces chiffres. Que les préventes dans le neuf, ce que l'on appelle à Dubaï, par exemple, le off-plan, c'est-à-dire on te vend quelque chose qui n'a pas encore été produit. Donc c'est ça une prévente. Donc on te dit voilà le plan, voilà ce que tu vas avoir et tu payes aujourd'hui. Et donc les préventes
sont clés dans ce secteur parce que, encore une fois, on revient sur la Chine, 75% des ventes, c'est dans du neuf. Et donc, les prix, pourquoi ils montent? Parce que, comme ça grimpe, de plus en plus d'acheteurs se disent, ça vaut le coup d'investir, ils achètent et ça continue de faire grimper. C'est comme en bourse. C'est comme pour les cryptos. Plus ça monte, plus les gens se disent, waouh, c'est l'opportunité, il faut pas que je la rate. Plus ils achètent, plus ça continue de monter. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi l'immobilier a atteint des proportions indécentes. Impossibilité d'investir à l'étranger, les rendements bancaires qui sont faibles, les marchés financiers chinois qui sont faibles. Et donc, à partir de là, il n'y a pas d'alternative. Il faut investir dans l'immobilier. Et donc là, les boîtes chinoises ont beaucoup emprunté. Et on appelle les junk bonds, ce sont effectivement des obligations risquées ou des obligations de basse qualité. Et les taux d'intérêt des junk bonds en Chine, donc c'est des obligations généralement émises par les entreprises, sont sur des plus hauts niveaux sur 10 ans. On parle de 20%, sachant que l'inflation en Chine n'est pas, c'est pas la Turquie, d'accord? Et là, vous avez Bloomberg Capital High Yield Index, donc au niveau mondial. Et pour les pays émergents, regardez, c'est très très faible. Mais en Chine, les taux des obligations sont extrêmement élevés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces boîtes chinoises, pour emprunter, auparavant, elles pouvaient emprunter aux alentours des 8%, 7%. Aujourd'hui, c'est 20%. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur et personne ne veut investir dans ces boîtes. Donc, on voit que le risque devient très important, même pour le commun des investisseurs chinois. Donc, on a bien compris le contexte. Maintenant, l'immobilier, beaucoup de ventes dans le neuf, beaucoup de pré-ventes. Est-ce que ça va tenir? Et justement, ce business model qui consistait à offrir quelque chose, à promettre quelque chose et à se baser finalement sur les nouveaux entrants, un peu, à chaque fois, c'est de l'argent frais qu'il faut. L'argent frais qui permet d'entretenir la machine, qui permet effectivement de promettre quelque chose et ensuite de produire. Le problème, c'est que ça s'est basé sur une situation où c'était tenable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on a une démographie chinoise qui est déclinante. Vieillissement accéléré de la population en Chine, mais également dans le monde entier, mais en Chine en particulier. Deuxièmement, ça c'est très très important, les prix de l'immobilier en Chine sont astronomiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et stratosphérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 40 ans de salaire pour acheter un appartement dans une grande ville chinoise. De salaire, je ne parle pas d'épargne, de salaire. Donc, c'est impossible. Qui va acheter un truc qui coûte aussi cher? D'accord? Troisièmement, et on est bien d'accord, il y a très peu de Chinois. Par exemple, en France, si on vous disait à Paris, les appartements, c'est 40 ans de salaire. D'accord? Ça veut dire que tu dois travailler 40 ans, tu consommes rien, tu payes rien, juste ton salaire et 40 ans de ta vie pour payer un bien immobilier. C'est du délire. Et ben, c'est le cas en Chine. Donc, vous comprenez pourquoi, et encore une fois, d'accord? On a la Chine, on a l'offre, d'accord, qui augmente. Mais si la demande décline pour plusieurs raisons, la démographie, les prix, d'accord, qui sont très, très élevés, et puis bien évidemment, le fait que, il y ait quand même beaucoup d'incertitudes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est bien d'accord que cette offre ne va pas trouver preneur. Et comme l'offre, d'accord, elle est trop importante, ça va créer quoi? Ça va créer une baisse des prix. On en revient sur la bulle immobilière. La bulle immobilière, c'est quoi? On a ce que l'on appelle une valeur fondamentale, d'accord? La vraie valeur des prix. Et vous avez le marché qui va fluctuer, qui va être à un certain moment au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et là, on est dans une situation de bulle au sens où les prix sont largement supérieurs à la valeur fondamentale. Et c'est un peu le cas en Chine aujourd'hui. On est dans une situation où les prix sont exorbitants par rapport à ce que peuvent se permettre les gens d'acheter. Donc, ici, vous avez effectivement quelque chose de très intéressant.
Et donc, ici, on est dans une situation où les prix sont juste stratosphériques. Et la Chine a compris que cette bulle était dangereuse. C'est-à-dire que il y a très peu de Chinois qui peuvent se permettre d'acheter des biens immobiliers. Et donc, à partir de là, ils ont commencé à freiner. C'est-à-dire, ils ont commencé à dire, on va moins vous faire confiance, moins vous faciliter la tâche en termes de crédit, etc. Et ça a provoqué, parce que comme la Chine a vu que, le gouvernement chinois a vu que les prix étaient juste exorbitants, que ça risquait d'être dangereux, ils ont commencé à freiner les ardeurs des promoteurs immobiliers. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ventes des 100 plus grandes boîtes du secteur ont plongé de 36% sur un an, selon le China Real Estate Index. Le problème, il est que ce secteur est très endetté. La dette de ce secteur, on l'a vu, Evergrande, c'est 300 milliards de dollars. Donc, on en revient à ça. Si on a cette situation concrète où l'offre, d'accord, normalement, elle continue d'augmenter. Sauf que le gouvernement chinois, il a commencé à freiner, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une forte baisse de la demande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les promoteurs chinois, une baisse du chiffre d'affaires, une baisse des bénéfices, d'accord? Et donc, une situation de crise, puisque ces boîtes utilisent le levier, d'accord? Ont une dette qui est extrêmement importante. Et donc, cette dette, aujourd'hui, ils sont incapables de la rembourser. Et comme ça ne veut pas s'arrêter, ça continue, c'est-à-dire les gens, ils veulent pas acheter, les ventes baissent, le gouvernement chinois, il a dit, on va les laisser. Et comme la dette est tellement importante, on parle d'une bulle de 52 000 milliards de dollars, vous comprenez un peu les conséquences pour l'économie chinoise. Donc, on revient à notre développement. Donc ici, ce qui se passe, c'est que les boîtes chinoises ont commencé à vendre de moins en moins. Et ce secteur, il est très endetté. Et donc, comment rembourser tes dettes si tu gagnes moins d'argent et si tu vends moins? Est-ce que vous comprenez le truc? Et donc, vous voyez ici, China home sales are falling sharply. Les ventes de maisons chinoises baissent fortement. Vous avez également ici, regardez, les ventes qui baissent fortement. Et donc, la question, est-ce que la plus grande bulle immobilière de tous les temps est-elle sur le point d'éclater? En tous les cas, les cours prouvent que ça a déjà démarré depuis l'année dernière. Encore une fois, ce papier, quand je l'avais publié, cette vidéo, quand je l'avais publiée en août 2020, c'était le début. Donc, on a déjà, je pense, les résultats sont là avec Evergrande. Ça s'est effondré. Les obligations se sont effondrées, mais il y a pire. Et c'est là où, attention, on n'en est qu'au début. Le marché est saturé, on l'a compris. Les Chinois sont incapables d'acheter. Et donc, ces boîtes immobilières qui ont vendu, aujourd'hui, elles ne peuvent plus vendre. Donc, elles ne peuvent plus honorer leurs engagements. Elles ne peuvent plus rembourser leurs créanciers. Donc, il y a un gros problème. Maintenant, le marché immobilier chinois au-delà d'Evergrande, il a une dette de 5 000 milliards de dollars. D'accord, 5 000 milliards de dollars. C'est super important. C'est 2 fois le PIB français. D'accord? C'est fou. Et le gros de la dette, et c'est là où, rappelez-vous de cette définition, je vous ai fait cette comparaison. Les deux manières de se financer. La finance directe, on se finance directement sur les marchés financiers. Et la finance indirecte, c'est-à-dire on se finance auprès des banques. Et donc, à votre avis, est-ce que le gros du financement des boîtes immobilières chinoises, c'est par les obligations ou par les banques? Eh bien, la réponse est là. Le gros de la dette est financé par les banques. Est-ce que vous commencez à comprendre là où je voulais en venir? C'est-à-dire que les obligations sont déjà effondrées. Ça, c'est Evergrande, c'est l'effondrement. D'accord? Les actions se sont effondrées. Ça, c'est ce que l'on appelle la finance directe. Donc, soit on émet des actions et les actionnaires prennent une part de risque
Quand ça se passe bien, génial. Quand ça se passe mal, ben, ils perdent leur argent. C'est un actionnaire. Et là, ce sont des gens qui vont, ou des institutions qui vont prêter à Evergrande sur les marchés financiers. La finance directe. Mais le gros du financement, il se fait par les banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques ont plein de crédits qui vont finalement tomber à l'eau. Or, les banques, c'est un rouage essentiel dans une économie. Donc, si les banques se retrouvent avec des créances qu'elles ne peuvent pas, comment dirais-je, recouvrer, que les boîtes immobilières, voilà, ne peuvent pas honorer leurs échéances, et c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on risque de se retrouver? Risque de se retrouver avec un défaut des promoteurs qui risque de contaminer le secteur financier et de fragiliser les banques chinoises. Et l'ensemble du secteur immobilier est aujourd'hui sous pression. D'accord? Les ventes, elles ont plongé. Les coûts de financement, c'est-à-dire non seulement elles vendent moins, mais les gens ne veulent plus leur prêter. Ça, c'est à combien elles doivent emprunter? 20%. D'accord? Donc, le taux de crédit il a augmenté parce qu'on n'a plus confiance dans ces boîtes immobilières. Les ventes ont diminué et donc elles se retrouvent prises dans un piège. Elles ne peuvent rien faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est agence Moody's, Fitch, etc. sont en train de dégrader les notes et de dire que, voilà, depuis le début de l'année, ils ont baissé les notes des promoteurs chinois à 91 reprises. C'est un record, c'est du jamais vu. Et les 2/3 de ces révisions sont intervenues au cours des 3 derniers mois. Donc, la solution dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on est face à un risque systémique. C'est quoi un risque systémique? C'est une situation qui devient quasiment hors de contrôle. La Chine ne pourra pas maîtriser tout ça. Donc, soit la Chine va nationaliser à gogo. Elle va nationaliser dans l'immobilier, elle va nationaliser peut-être des banques. Alors, c'est déjà le cas pour certaines. Mais la Chine va devoir effectivement rectifier le tir rapidement. On voit que la Chine aujourd'hui est en train de taper sur les technologiques, sur les valeurs de l'éducation, sur plein de choses. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ne sont pas en train de se préparer à cette situation? Donc, c'est la grosse question qu'il faut se poser. Donc, pour moi, et j'aimerais bien avoir vos avis, vu comme c'est présenté, la crise n'est pas finie. Maintenant, c'est pour moi la Chine. Comment va se comporter la Chine? C'est vraiment la grosse question. Est-ce que la Chine va vraiment bien gérer la situation? D'accord? Est-ce qu'elle va finalement... Parce que là, on est c'est un peu comme une crise des subprimes, mais au niveau de la Chine. Et c'est encore plus important d'ailleurs, hein, c'est ça ce qui est incroyable, c'est que cette crise, elle est bien plus importante que la crise des subprimes. Hein. C'est-à-dire que l'ampleur du marché immobilier chinois, et c'est ce que j'avais dit un petit peu ici, hein, c'est que on est en train de vivre, et dans cette vidéo, je disais que c'était encore plus important, vous voyez ici, China is investing more in residential real estate than the US did before the 2008 financial crisis. Je traduis, la Chine aujourd'hui est en train d'investir dans l'immobilier résidentiel encore plus que ce qu'ont fait les États-Unis avant la crise de 2008, la crise des subprimes. Ça, c'était la crise des subprimes. Vous voyez ici, ça, c'est les États-Unis. Donc, la crise des subprimes, d'accord? Ça, c'était le montant d'investissement. Là, c'était en 2020. Ça, c'était la Chine. Aujourd'hui, c'est probablement encore plus. Donc, on voit ici que on est dans une situation où la bulle chinoise est juste hors de contrôle. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y en aura d'autres sur le sujet si ça vous intéresse. Dites-moi encore une fois, voilà, moi je suis pas un gars qui est là pour vous dire au secours ou qui depuis 10 ans vous dit au secours, ça va baisser, ça va baisser. C'est pas mon style. Quand j'ai des éléments, par exemple là, et je vous dis encore une fois, si la Chine gère bien, ils peuvent éviter la crise. Mais clairement, il y a des dégâts. Et les dégâts, on le voit. Ceux qui ont investi sur les obligations d'Evergrande, ils ont quasiment tout perdu. Ceux qui ont acheté l'action de Evergrande, ils ont vu la valeur divisée par 20 ou par 30. D'accord? En quelques années. Ils ont tout perdu. Donc, il y a déjà des conséquences. Maintenant, c'est comment la Chine va gérer ça. Bien évidemment, tous ceux qui ont investi ici, ils ont perdu.
Ils doivent pas, voilà. Maintenant, la Chine, elle peut se dire, OK, on s'en fiche des actionnaires, on s'en fiche des gars qui ont perdu. Nous, on va reprendre les choses en main. Donc, la Chine a cette capacité. Ils ont une capacité. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut pas dire que c'est la fin du monde. Maintenant, clairement, pour les investisseurs et ceux qui ont investi en Chine, ils ont perdu gros. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Encore une fois, bonne fête. Merci infiniment pour votre soutien. Cette année, c'était une année assez dingue et j'espère que 2022 sera encore plus incroyable et qu'on va vous apporter encore plus de valeur. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'agir. Ciao les amis.